Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la modélisation de l'écoulement d'un fluide. Alors rappelons que la mécanique des fluides est bien entendu l'étude de la mécanique, c'est-à-dire du mouvement des fluides, et ce qu'on appelle un fluide, c'est un liquide ou un gaz lors d'un écoulement. Alors nous avions vu l'année dernière que la loi de la statique, la loi fondamentale de l'hydrostatique, permettait de relier le comportement de la pression avec l'altitude. Et bien là, nous allons nous intéresser un peu plus particulièrement à ces forces de pression et à leurs effets sur les vitesses euh, lorsque un fluide est en mouvement. Alors tout d'abord, essayons de définir la poussée d'Archimède. Donc un petit peu la place de l'histoire d'Archimède. Donc selon la légende, le savant grec Archimède était dans son bain quand il comprit la loi qui porte son nom. Il serait sorti tout nu en criant dans la rue Eureka, ce qui signifie j'ai trouvé en grec. Alors, pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien parce que le roi Hiéron II lui avait demandé de prouver que son bijoutier l'avait trompé sur la nature de sa couronne, puisqu'il lui avait demandé de réaliser une couronne en or, en lui confiant une certaine somme d'or, et l'orfèvre avait probablement triché en faisant un alliage, en gardant une partie de l'or pour lui, et en mélangeant de l'or avec d'autres métaux. Et Archimède put le prouver cette supercherie en mesurant la différence de poids apparent dans l'eau entre la couronne et un lingot d'or de même masse. Et donc cette petite histoire est racontée et illustrée dans les deux petites vidéos que je vous conseille de regarder. Archimède a eu un rôle exceptionnel. Même en son temps, il était reconnu pour son intelligence et son intuition. On lui confie d'ailleurs une mission de la plus haute importance. Il doit déterminer si la couronne du roi est faite d'or pur ou si le métal a été mélangé avec un matériau moins noble. Tout le défi consiste à trouver la réponse sans endommager l'objet. Selon la légende, Archimède aurait eu le déclic dans son bain. En entrant dans sa baignoire, il constate que l'eau déborde. Il réalise que le trop-plein équivaut au volume de son corps immergé. Il en conclut qu'on peut calculer le volume et la densité d'un objet en mesurant la quantité d'eau déplacée. Archimède comprend que ce principe peut être appliqué pour évaluer le matériau de la couronne. Il observe qu'un objet d'une densité plus faible que l'eau déplace davantage de liquide qu'un objet de même poids, mais avec une densité supérieure. Ravi de sa découverte, il aurait crié « Eureka, j'ai trouvé !» et se serait précipité dans la rue. Archimède prend donc la couronne et un morceau d'or du même poids. Si elle est uniquement composée d'or, les deux objets devraient déplacer le même volume d'eau. Comme la couronne en fait déborder davantage, elle doit contenir un alliage. Archimède résout de nombreuses énigmes. Il est toujours considéré comme l'un des esprits les plus brillants du monde. Le principe qui porte son nom n'a jamais été remis en question. La poussée d'Archimède est la force qui s'applique sur tout corps plongé dans l'eau. C'est elle qui permet à certains objets de flotter sur l'eau ou dans l'air. Si l'on plonge dans l'eau un œuf en bois, il déplace un certain volume d'eau. Si l'on pèse ce volume, l'intensité du poids de l'eau correspond à l'intensité de la poussée d'Archimède. Cette poussée est plus forte que le poids de l'œuf en bois. Celui-ci remonte à la surface jusqu'à ce que les deux forces s'équilibrent. Il flotte. Si on place un œuf identique en métal, il déplace la même quantité d'eau que celui en bois, mais il est plus lourd. La poussée d'Archimède est moins forte que le poids de l'objet,
Celui-ci coule. Si l'on prend maintenant la même quantité de métal en forme de barque, l'objet déplace une plus grande quantité d'eau. La poussée d'Archimède engendrée est ainsi supérieure au poids du métal. L'objet monte jusqu'à l'équilibre des forces, puis flotte. Alors, un petit rappel sur les forces pressantes et la loi de la statique des fluides. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une force pressante? Eh bien, lorsqu'un fluide est en contact avec un solide, par exemple des molécules d'air dans un ballon de baudruche, les molécules sont en mouvement et elles constituent le fluide. Que font ces molécules? Eh bien, elles viennent percuter la paroi du solide et provoquent localement une force perpendiculaire à la paroi. Et cette force-là s'appelle une force de pression, donc qui bien évidemment va dépendre de la surface. Donc la pression, elle est définie ainsi, c'est la force divisée par la surface. La pression a pour unité le pascal, le symbole P majuscule et A minuscule. La force est bien évidemment en newton, et la surface, attention, en mètres carrés. Donc mètre carré, newton et pascal. Bien évidemment, nous vivons dans un fluide, nous vivons dans l'air, et l'air, à chaque instant, nous percute, les molécules d'air nous frappent. Le choc de ces molécules sur nous s'appelle la pression atmosphérique, et cette pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer, elle vaut à peu près 1013 hectopascales, c'est-à-dire 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Donc l'unité couramment utilisée on va dire dans la vie de tous les jours, c'est le bar, et un bar c'est 100 000 pascal, 10 puissance 5 pascal. Donc on peut considérer que la pression atmosphérique, elle vaut à peu près un bar, c'est-à-dire 100 000 pascal. Donc c'est une unité un petit peu plus pratique pour parler dans la vie courante. La pression d'un fluide se mesure avec un manomètre. Voici un manomètre, utile par exemple euh, pour gonfler des pneus de voiture. Et la pression atmosphérique, par contre, se mesure avec un baromètre. Et on sait qu'il y a évidemment une corrélation entre la météo et la pression. Hein. Par exemple, en météorologie, on parle d'anticyclones et de dépression, donc qui correspondent à des zones de haute pression et de basse pression, qu'on appelle donc anticyclones et dépression. Alors, la loi de la statique des fluides, lorsqu'un fluide, donc incompressible, très important de préciser qu'il est incompressible. Incompressible veut dire que sa masse volumique est constante hein, et uniforme, partout la même. Donc c'est typiquement le cas de la plupart des liquides. Soumis à un champ de pesanteur, dirigé vers le bas bien évidemment, avec une pression qui va dépendre donc que de l'altitude. Cette pression-là, elle s'énonce de la façon suivante. P plus ρ gz est égal à une constante. Donc faisons un exemple rapide. Imaginons qu'on se situe dans un lac. Voici un lac, ici de l'air, ici de l'eau. On cherche à connaître la pression à 5 mètres de profondeur. Donc ici on est à 5 mètres de profondeur. La pression atmosphérique vaut P0, c'est-à-dire à peu près 1 bar, 10 puissance 5 pascal. Et on voudrait avoir la pression ici. Donc ce point-là, on va l'appeler le point A, point qui est à la surface de l'eau. Le point B, appliquons la loi de l'hydrostatique. On l'applique, donc PA plus ρg ZA, PA pression A, ρ masse volumique de l'eau, G intensité de la pesanteur, hein, qui vaut 9,81, et ZA altitude du point A, égale à PB plus ρg ZB. On cherche la pression au point B, donc on isole cette grandeur. Il reste donc PA plus ρg, on peut factoriser, hein, ZA moins ZB, égale PB. PA, c'est la pression de l'air, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal. Rho, c'est la masse volumique de l'eau, 1000 grammes par litre. G, l'intensité de la pesanteur, 9,81, que je vais arrondir à 10, pour faire un calcul rapide. Et ZA moins ZB, eh bien, c'est la différence d'altitude, c'est les 5 mètres. C'est donc la pression au point B. 100 000 plus
1000 fois 10, 10 000 fois 5, 50 000, donc 150 000 pascal est la pression qui règne au point B, c'est-à-dire 1,5 bar. On retrouve la fameuse règle où on prend 1 bar de pression tous les 10 mètres quand on s'enfonce dans l'eau. Donc là, on s'est enfoncé de 5 mètres, on a pris donc 0,5 bar, le 1 bar dû à la pression de l'air qui était déjà là, plus 0,5 bar uniquement dû à l'eau. Donc à 5 mètres de profondeur, la pression de l'eau est de 1,5 bar. Donc voici une illustration simple d'utilisation de la loi de la statique des fluides. Donc bien évidemment, cette loi D, on le voit dans cette loi qui a une dépendance avec l'altitude, hein, ZA moins ZB, qui est la différence d'altitude, mais également de la nature du liquide, puisque la masse volumique vaut 1000 grammes par litre si c'est de l'eau, mais elle sera différente si le fluide est de l'huile ou un autre liquide, comme le sang par exemple, si on étudie ce qui se passe dans le corps humain. Alors, revenons-en à la poussée d'Archimède, et notamment à l'origine de la poussée d'Archimède. Alors, si on considère un solide cylindrique entièrement immergé dans un fluide, de masse volumique ρ, uniforme et constante, donc un fluide incompressible, et un solide incompressible, on imagine qu'on a deux points, donc un point, le point 1 qui est ici, le point 2 qui est là, donc sur la surface du disque, et représentons toutes les forces de pression. Donc le cylindre étant entièrement immergé, par exemple dans de l'eau, l'eau va exercer des forces de pression un petit peu partout sur le cylindre, mais évidemment pas de façon uniforme, puisque la pression de l'eau dépend de la profondeur. Plus le cylindre est enfoncé dans l'eau, plus la pression qui s'exerce dessus est importante. Donc c'est pour cette raison que l'eau appuie, ici elle exerce une force de pression, ici rigoureusement symétrique, puisque ces deux flèches sont situées, ces deux forces de pression sont situées à la même altitude. Un petit peu plus importante ici puisqu'on est plus profond, encore plus importante ici parce qu'on est plus profond, donc l'eau appuie. Et puis sur les faces latérales, on a une force de pression qui est relativement importante puisque c'est l'altitude la plus importante, et puis plus faible sur le dessus. Et bien si on fait la résultante, c'est-à-dire la somme de toutes ces forces de pression, qu'est-ce qu'on constate? On constate que celle-ci se simplifie avec celle-là, celle-là se simplifie avec celle-là, celle-là se simplifie avec celle-là. En revanche, la force sur la face du bas et sur la face supérieure ne sont pas du tout les mêmes. On voit que si on fait la résultante des deux, c'est la force sur la face inférieure qui l'emporte. Résultat, tout se passe comme si ce cylindre était soumis à une force unique qui serait verticale et vers le haut. Et cette force-là, c'est en fait la résultante des forces de pression exercées par l'eau sur l'objet, sur le cylindre, et cette résultante des forces de pression exercées par l'eau sur l'objet porte le nom de poussée d'Archimède, qu'on appelle, donc on la note de plusieurs façons, hein. Soit on l'appelle PA, soit on la note souvent pi aussi, le vecteur pi. En tout cas, c'est la poussée d'Archimède, qui n'est rien d'autre donc que la résultante des forces de pression. Alors si on regarde un petit peu plus précisément cette expression maintenant sous forme vectorielle, eh bien on se rend compte que la force F1, donc elle vaut P1 fois la surface fois un vecteur K. Donc je vais redessiner tout ça un petit peu de façon plus détaillée. Donc le point étant ici, voici la force F1. Cette force F1, donc c'est une force de pression, elle vaut donc la pression P1 qui rend compte en fait du choc des molécules sur la surface de ce disque, fois donc la surface S, fois un vecteur K, K étant un vecteur unitaire, c'est-à-dire de norme 1, dirigé vers le haut. On a également la force sur ce disque-là, la force F2, qui vectoriellement est opposée à K, donc elle sera selon le vecteur moins K, qui vaut P2 fois S fois K. P1 et P2 ne sont pas égales,
puisqu'on n'est pas à la même altitude. Par contre, les surfaces sont les mêmes. Si on fait la résultante des forces, c'est-à-dire la somme des forces, on obtient eh bien, F1 plus F2, c'est donc bien égal à P1 moins P2 fois S fois K. On a donc une différence de pression à évaluer. En appliquant donc notre résultante des forces, la somme des forces de pression, vaut donc F1 plus F2. C'est donc P1 moins P2, S selon un vecteur unitaire K. Si on applique maintenant la loi de l'hydrostatique dans le cylindre entre le point 1 et le point 2, on peut dire que P1 plus ρgz1 est égal à P2 plus ρgz2. Je veux faire apparaître P1 moins P2. Donc P1 moins P2 sera égal à ρg Z2 moins Z1. Donc je peux remplacer P1 moins P2 par ρg Z2 moins Z1. Fois S selon un vecteur unitaire K. Qu'est-ce qu'on constate? Z2 moins Z1, c'est cette hauteur, donc en réalité c'est H. Donc on a une expression du type ρgHS selon un vecteur K, qui est ascendant, rappelons-le. S fois H, c'est le volume, et donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que l'expression de la poussée d'Archimède, c'est ρ, masse volumique du fluide, donc attention, c'est le ρ de l'eau, pas, puisque le fluide, c'est l'eau, c'est l'eau qui appuie, pas du tout le ρ, pas la masse volumique du cylindre, qui est par exemple en métal. G, intensité de la pesanteur, V, volume de l'eau déplacée, donc en fait qui correspond au volume du cylindre, parce que ici le cylindre est supposé entièrement immergé, et dirigé selon un vecteur K. Donc on voit bien que la poussée d'Archimède est verticale vers le haut ici, d'un point de vue vectoriel. Voilà pour la petite démonstration. Donc on retiendra que la poussée d'Archimède, qu'on note souvent vecteur pi, c'est en fait la somme des forces de pression qui s'exercent sur un objet immergé, et elle vaut moins ρ fois V fois G, G étant vers le bas, le signe moins montrant que la poussée d'Archimède va vers le haut. Une des illustrations les plus simples pour comprendre ce qu'est la poussée d'Archimède, c'est l'expérience suivante. On prend un ballon, un ballon de foot, ou un ballon de baudruche, on le met avec ses mains dans de l'eau et on relâche, et bien on voit bien que le ballon remonte tout de suite. Cette remontée est due à la poussée d'Archimède, qui est due au volume du fluide déplacé. Donc on retiendra cette formulation, la poussée d'Archimède, c'est égal au poids du fluide déplacé. Pourquoi? Puisque, en réalité, eh bien, ρ fois V, ça correspond à la masse d'eau déplacée. M égale ρV. Donc l'autre formulation, c'est de dire que la poussée d'Archimède, c'est la masse de fluide déplacé fois G. Et comme on est opposé au poids, on met un signe moins. Donc moins mg moins ρvg. Donc attention de ne pas confondre avec le poids, puisque le poids c'est mg, mais m c'est la masse de l'objet. C'est pas la même masse. Là c'est la masse du fluide déplacé, autrement dit le ρ du fluide, le ρ de l'eau, fois le volume immergé. Si on considère par exemple ce solide, eh bien si on fait un bilan des forces sur par exemple l'iceberg, un iceberg qui flotte sur l'eau, eh bien si on fait un bilan des forces sur l'iceberg, eh bien il y a trois forces. Il y a le poids qui s'exerce au centre de gravité de l'iceberg, donc voici le point G, le centre de gravité de l'iceberg. Donc ça, peu importe où on met l'iceberg, qu'on le mette entièrement dans l'air, entièrement dans l'eau ou entre l'air et l'eau, le centre de gravité de l'objet est toujours au même endroit. En revanche, il y a deux poussées d'Archimède, puisqu'il y a deux fluides. L'air est un gaz, c'est donc un fluide. La partie émergée, c'est-à-dire la partie qui dépasse, qui est hors de l'eau, correspond à la surface que je colorie en rouge ici.
Cette surface subit le choc des molécules d'air tout autour. Il y a donc une poussée d'Archimède qui est verticale vers le haut qui s'exerce, ou ça sur ce qu'on appelle le centre de poussée, ce qui correspond en gros au centre de gravité, mais uniquement de la partie donc du volume rouge que je colorie, de la partie émergée. Donc lorsqu'on fait le calcul, elle vaudra moins ρVg, V étant le volume de la partie rouge, ρ étant la masse volumique de l'air. La masse volumique de l'air étant très faible, cette partie-là est en réalité négligeable, très souvent. Autre poussée d'Archimède, eh bien, c'est évidemment la poussée d'Archimède due à l'eau, puisque l'iceberg il est émergé aussi. Toute la partie que je colorie ici, tout le volume que je colorie en vert est dans l'eau. Là encore, cette partie-là a ce qu'on appelle un centre de poussée, c'est-à-dire un centre de gravité, mais uniquement de la partie verte, qui correspond au centre de poussée, donc au centre de la poussée d'Archimède due à l'eau. Cette poussée d'Archimède, si on écrit son expression due à l'eau, elle vaut la masse volumique de l'eau fois donc G fois le volume de la partie verte. Bien évidemment, si on la note vectoriellement, on rajoutera un moins et un vecteur sur le vecteur G, puisque c'est opposé au vecteur G, hein, ça va vers le haut. Donc attention, la poussée d'Archimède, il faut bien faire attention à bien placer le bon point d'application, c'est le centre de gravité à chaque fois des parties qui sont émergées. Alors que le poids, écrivons l'expression du poids, hein, le poids de l'iceberg, certes c'est mg, mais la masse, c'est la masse volumique de l'iceberg fois le volume de l'iceberg total fois le vecteur G. Donc le poids sera bien vers le bas. Et attention donc, ce n'est pas le même volume qui rentre en ligne de compte, hein, puisque pour le poids, ce sera la totalité du volume noir qu'on considérera, c'est-à-dire le volume de tout l'iceberg. Donc bien faire la différence entre ces trois forces. Alors un petit exemple, dans l'eau de mer de masse volumique 1025 kg par mètre cube, donc l'eau de mer étant salée, hein, sa masse volumique est un petit peu plus importante que l'eau douce, hein, qui vaut simplement 1000 kg par mètre cube. On immerge totalement un cylindre en bois de peuplier, de hauteur 1,25 m, de section 0,25 m² de masse volumique, 390 kg par mètre cube. Calculons la poussée d'Archimède sur ce cylindre en bois. Donc la poussée d'Archimède d'un point de vue norme, c'est donc la masse volumique de l'eau, donc de l'eau de mer, fois le volume immergé, là c'est le volume de tout le cylindre de bois, donc le volume du cylindre, puisqu'il est entièrement immergé. S'il n'avait été immergé qu'en partie, on aurait simplement pris la partie immergée, fois G. Donc ce qui numériquement nous donne 1025 fois le volume, donc c'est un cylindre, donc on a la section, donc c'est H fois la section, hein. Donc 1,25 fois 0,25 et fois G, donc G on peut prendre 9,81 ou 10, hein, comme on veut, ce qui fait à peu près 3200 newtons. Si on compare ça avec le poids du cylindre, eh bien le poids c'est mg, mais bien attention à m, c'est la masse maintenant, donc c'est la masse volumique du bois, puisque le cylindre est en bois, fois le volume du cylindre complet, donc là pour le coup c'est le même volume que tout à l'heure, fois G. Donc masse volumique du bois, cette fois-ci 390, le volume c'est toujours la section fois la hauteur, donc là ça ne change pas, 1,25 fois 0,25 fois les 9,81. Et donc on trouve 1220 environ newtons. On voit que la poussée d'Archimède, 3200,
est vraiment supérieur au poids. Conclusion, le cylindre remonte et donc le peuplier flottera sur l'eau. C'est ce qui est illustré dans le schéma suivant. Si la poussée d'Archimède, c'est toujours une compétition entre la poussée d'Archimède et le poids, imaginons une bille en acier. Si on fait exactement les mêmes calculs, on se rendra compte que le poids est supérieur à la poussée d'Archimède, donc la bille coule. Si le poids est finalement inférieur à la poussée d'Archimède, eh bien le cylindre remontera ici jusqu'à temps qu'il pourra flotter, et là on aura un équilibre entre les deux forces, c'est-à-dire que la poussée d'Archimède sera exactement égale au poids. On dit qu'elle compense le poids. Donc il y a toujours une compétition entre la poussée d'Archimède et le poids. Si l'objet coule, le poids est supérieur. Si l'objet flotte, eh bien les deux forces sont égales, et s'il est en train de remonter, eh bien c'est la poussée d'Archimède qui l'emporte. Par exemple, lorsqu'une montgolfière décolle, quand une montgolfière est dans la phase ascensionnelle, eh bien, la poussée d'Archimède due à l'air est plus importante que le poids de la montgolfière, et donc la montgolfière s'élève dans les cieux. Alors, comment est-ce qu'on modélise l'écoulement d'un fluide? Eh bien, il faut d'abord tout d'accord s'intéresser à différentes hypothèses de travail. L'étude d'un fluide en mouvement est un problème très complexe, mais avec certaines hypothèses et les équations de la mécanique des fluides, on arrive à interpréter simplement des données expérimentales, puisque à la base, c'est une expérience qui a été construite de façon empirique, c'est-à-dire qu'on a fait les expériences euh, et, euh, et on a pu s'intéresser à ça par l'observation, et ensuite rallier des lois, souvent phénoménologiques, derrière. Alors qu'est-ce qu'un fluide parfait? C'est un fluide qui est non visqueux, c'est-à-dire dans lequel les forces de frottement au sein du fluide sont négligeables. Donc typiquement, on considère souvent que l'eau est un fluide parfait. Si le fluide est incompressible et homogène, alors la masse volumique est constante. Donc là encore, c'est souvent le cas de l'eau. Ce n'est pas du tout le cas par contre pour un gaz. La masse volumique n'est pas constante pour un gaz. Si l'écoulement est non tourbillonnaire, c'est-à-dire on néglige à tout moment les mouvements de rotation locale, les tourbillons au sein d'un fluide. Et enfin, il faut supposer qu'on soit en régime permanent, ce qu'on appelle aussi le régime stationnaire, c'est-à-dire que la vitesse et la pression en tout point du fluide ne dépendent pas du temps. Si on regarde un fluide s'écouler, eh bien si on fait une étude, si on regarde le fluide 10 minutes après ou 1 heure après, on considère que la vitesse n'a pas évolué à cause du temps. Éventuellement, elle a évolué dans l'espace, mais pas à cause du temps. C'est ce qu'on appelle le régime permanent. Donc voici des hypothèses qui sont indispensables pour utiliser les lois qu'on va voir tout à l'heure. Alors, notion de débit volumique. Le débit volumique, c'est le volume de fluide qui s'écoule par unité de temps à travers une section. Donc, par exemple, si on a 3 litres par heure qui s'écoule, eh bien 3 litres par heure, c'est un débit volumique. C'est le volume qui s'écoule dans une unité de temps. Donc, bien évidemment, la distance parcourue par le fluide à la vitesse v pendant une durée t, eh bien la vitesse, c'est eh bien la section, enfin le volume, pardon, c'est la section fois la longueur, surface fois longueur. Or, la longueur, eh bien, c'est la distance parcourue par le fluide. Le fluide, il passe par exemple de ce point-là en ce point-là. Une distance, c'est une vitesse fois un temps. Donc, on peut remplacer la longueur par une vitesse fois un temps. Eh bien, le débit volumique, qu'on note dV, alors dans certains énoncés, on le note aussi QV, débit volumique, eh bien, il est défini de la façon suivante. C'est le volume divisé par le temps, mais ce volume étant aussi la section fois la vitesse fois la durée, et bien tout ça se simplifie. Il nous reste donc la section, c'est-à-dire la surface traversée, cette partie-là, cette aire-là, fois la vitesse. Donc on a deux expressions pour le débit volumique à retenir. Le débit volumique, c'est le volume sur le temps, ou bien la vitesse fois la section. Attention au niveau des notations,
Personnellement, j'ai l'habitude de mettre un V rond pour le volume en mètres cubes. Le temps, typiquement, il est en secondes, donc le débit volumique est en mètres cubes par seconde. Attention, je mets un V droit pour la vitesse, donc qui est en mètres par seconde, et la section qui est en mètres carrés. On retombe bien sur des mètres cubes par seconde, bien évidemment. Donc attention à bien respecter les unités. La conservation du débit. Eh bien, de façon bien logique, tout le fluide qui rentre dans une section, ici par exemple, dans cette seringue, finit par ressortir ici, même si à un moment donné, il y a une surface plus ferme, une section plus petite. Autrement dit, on dit qu'il y a conservation du débit. Le débit est constant si tant est qu'on ait un régime permanent et un fluide incompressible. Dans ce cas-là, par exemple dans le cas de l'eau, eh bien on peut dire que le débit se conserve, autrement dit le débit volumique à l'entrée est égal au débit volumique à la sortie. Ici de la seringue, si on considère que c'est une seringue. Or le débit, eh bien qu'est-ce que c'est? Le débit, on a dit que c'est la vitesse à l'entrée fois la section à l'entrée, et c'est donc égal à la vitesse de sortie fois la section à la sortie. On a donc une relation, cette relation elle porte le nom d'équation de continuité, ou bien de conservation du débit. Et qu'est-ce qu'on se rend compte, dans le cas de l'exemple qu'on a utilisé, c'est que la surface d'entrée ici elle est grande, elle est élevée, alors que la surface de sortie est petite. De fait, pour qu'on ait égalité, puisqu'on a égalité, tout ce qui rentre finit par ressortir, eh bien on doit avoir une vitesse d'entrée plus faible et une vitesse d'éjection plus élevée. Par conséquent, donc, si on a donc une section qui diminue, alors la vitesse du fluide augmente. Si on prend par exemple un simple tuyau d'arrosage et on fait un pincement, un étranglement ici, un petit peu comme dans la seringue, eh bien on verra que la vitesse de sortie, elle sera beaucoup plus importante que la vitesse d'entrée. Autrement dit, la vitesse VB est supérieure à la vitesse VA. C'est une conséquence de la conservation du débit, qu'on appelle aussi donc l'équation de continuité. Alors un petit exemple numérique. On remplit une carafe de volume 1,5 litre avec de l'eau s'écoulant d'un robinet en une durée de 11 secondes. Sachant que la sortie du robinet est un disque de surface 1,3 x 10-4 mètres carrés, donc attention à bien avoir toujours les surfaces en mètres carrés. Donc imaginons qu'on ait voilà comme section du robinet ici, donc de sortie, voilà le robinet. Calculer la vitesse de sortie de l'eau du robinet. Donc on exprime tout d'abord le débit volumique. Le débit volumique, c'est le volume sur le temps. On connaît le volume, puisque le volume il vaut 1,5 litre. Attention à le mettre en mètres cubes. Rappel, 1 litre, c'est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et puis l'inverse, le corollaire, c'est 1 mètre cube, c'est 1000 litres. C'est-à-dire 10 puissance 3 litres. Très important à connaître la conversion. Donc le volume 1,5 litre qu'on met en mètres cubes, donc 1,5 10 moins 3. Le temps 11 secondes, donc on a bien un volume en mètres cubes par seconde, ça fait 1,4 10 moins 4, donc on connaît le débit. Ce débit est conservé, donc ça c'est en entrée. En sortie, eh bien ce débit va être égal à la vitesse de sortie fois la section de sortie. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de sortie. Donc la vitesse de sortie, ce sera donc égal au débit volumique divisé par la section de sortie, c'est-à-dire la surface ici du robinet. Ce débit volumique vaut donc 1,4 10 moins 4. La section de sortie, elle est donnée là. On fait le calcul, on a une vitesse d'éjection de 0,45 mètres par seconde. Voilà pour le débit volumique. On en arrive à la relation de Bernoulli. Donc Daniel Bernoulli était un médecin, un mathématicien et évidemment un physicien russe qui a publié des théories sur la mécanique des fluides en 1738. On lui doit aussi l'énoncé d'un paradoxe, le paradoxe de Saint-Pétersbourg,
que les économistes financiers utilisent dans la fameuse prime de risque, qui se résume par pourquoi, alors que mathématiquement l'espérance du gain est infinie à un jeu, les joueurs refusent-ils de jouer tout leur argent? Donc ce Bernoulli, il a énormément travaillé sur la mécanique des fluides et il a énoncé un théorème qu'on va utiliser ici. Et ce théorème a des applications qui ont été notamment développées par Venturi, hein, qui était aussi un prêtre et un physicien italien, et qui a relié en fait la vitesse d'un fluide à sa pression, ce qui nous a permis de faire des mesures importantes qui sont encore utilisées aujourd'hui, notamment dans l'aéronautique, avec ce qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire les sons Pitot. Alors, je vous engage évidemment à regarder les petites vidéos qui permettent d'illustrer ce théorème, mais le théorème de Bernoulli, donc avec toujours les hypothèses, hein. Les hypothèses sont indispensables qu'on a utilisées avant, c'est-à-dire qu'on a un fluide parfait, homogène, incompressible, en régime permanent et dans un écoulement non tourbillonnaire. Si on a toutes ces hypothèses-là dans un référentiel supposé galiléen, alors on peut énoncer le théorème de la façon suivante. Rho fois V au carré sur 2 plus Rho GZ plus P est égal à une constante. Alors en réalité, ce théorème contient le théorème de l'hydrostatique, puisque ce théorème, on va l'appliquer entre deux points, un point 1 par exemple ici, et un point 2 ici, donc deux points au sein d'un même fluide, qui s'écoule donc avec une vitesse, hein, ce n'est pas un fluide au repos, on n'est pas en statique. Et bien, si on applique ce théorème, on a donc 1 demi de ρ V1 carré plus ρ GZ1 plus P1 qui sera égal à 1 demi de ρ V2 carré plus ρ GZ2 plus P2. Donc voilà l'application. Si on imagine qu'on est en statique, et bien si on imagine qu'on est en statique, que tout d'un coup le fluide n'est pas en mouvement, il est au repos, les vitesses sont nulles. Donc on imagine mentalement qu'on supprime ce terme-là. Et bien qu'est-ce qui reste? Il reste P plus ρ GZ égale P plus ρ GZ. Autrement dit, P plus ρ GZ égale constante. On retrouve le théorème fondamental de la statique, la loi de l'hydrostatique. Donc en réalité, ce théorème de Bernoulli, qu'on appelle aussi le théorème de Bernoulli simplifié, hein, parce qu'il existe un théorème un peu plus complet, quand on a des machines, et bien ce théorème contient les informations de la loi de l'hydrostatique. Donc la loi de l'hydrostatique est un cas particulier de ce théorème. Alors en réalité, que traduit ce théorème? Ce théorème, il traduit une conservation de l'énergie qu'on ne va pas détailler ici, mais on peut quand même bien sentir qu'en gros, le 1 demi de ρ V carré, en fait, c'est de l'énergie cinétique. Le ρ GZ, c'est de l'énergie potentielle, et en réalité, ça traduit une conservation de l'énergie. On ne rentrera pas plus dans les détails que ça. Alors une petite remarque, la ligne virtuelle qui relie les points 1 et 2 porte un nom, ça s'appelle une ligne de courant. Et donc on a le droit d'appliquer ce théorème de Bernoulli le long d'une ligne de courant dans un fluide immergé, si tant est qu'on ait respecté toutes les lois, toutes les hypothèses d'application du théorème. Donc faisons un petit exemple. Donc ici, imaginons qu'on ait un réservoir cylindrique qui contienne de l'eau, qui soit donc dans les bonnes conditions d'application du théorème, hein, c'est-à-dire fluide parfait, incompressible, irrotationnel, en régime permanent, homogène. On a différentes altitudes, donc la hauteur d'eau vaut h, on se place à h sur 2 et on perce un trou, donc un orifice dans ce cylindre. On sait que cette hauteur vaut 10 mètres et que la vitesse du point A est quasiment nulle. Alors pourquoi la vitesse du point A est quasiment nulle? Parce qu'on imagine que la section ici, là, le diamètre, est très très grand devant le tout petit trou ici. Et donc on applique le théorème de Bernoulli afin d'essayer de déterminer la vitesse au point B. Donc si on l'applique, eh bien 1 demi de ρ VA carré plus PA plus ρ GZA est égal à 1 demi de ρ VB carré plus PB plus ρ GZB.
qu'est-ce qu'on peut simplifier? Eh bien, on sait que la vitesse en A est quasiment nulle, donc ce terme-là disparaît aisément. La pression au point A, eh bien, le point A, il est à la fois situé à l'interface entre l'eau et l'air, donc la pression A, c'est la pression atmosphérique, c'est la pression de l'air. De la même façon, le point B étant ouvert sur l'extérieur, sa pression vaut la pression de l'air. De fait, les deux pressions se simplifient. Si on passe tous les termes en ρg du même côté, ça nous fait donc ρg ZA moins ZB égale 1 demi de ρ VB carré. ZA moins ZB, l'altitude du point A moins l'altitude du point B, eh bien ça correspond à cette partie-là. Cette partie-là, c'est la hauteur sur 2, c'est h sur 2. Comme h valait 10 mètres, ça vaut donc 5 mètres, c'est finalement la hauteur h sur 2. Donc on peut remplacer ZA moins ZD par h sur 2. Et il ne nous reste plus qu'à isoler VB, les 1,5 se simplifiant, il nous reste VB égale, les ρ se simplifiant, les masses volumiques se simplifient aussi, eh bien, racine de GH. Donc finalement, la vitesse d'éjection ici du point B, elle ne dépend que de l'intensité de la pesanteur, donc ici sur Terre 9,81, au niveau de la mer, et puis H, la hauteur de l'eau initiale. Voilà donc une application très simple du théorème de Bernoulli. Alors qu'appelle-t-on l'effet Venturi? Eh bien, le long de l'écoulement horizontal et permanent d'un fluide incompressible, la vitesse du fluide augmente et sa pression diminue lorsque l'air de la section droite diminue. C'est-à-dire, on va refaire le même raisonnement qu'on avait un petit peu observé tout à l'heure. Donc, reprenons l'image de la seringue. Donc, si on place un point A ici, un point B là, le long de cette ligne de courant, on peut appliquer le théorème de Bernoulli. Appliquons-le. Comme les deux points sont situés à la même altitude, eh bien, le terme avec l'altitude disparaît, se simplifie. Or, le débit se conserve, c'est-à-dire que le débit à l'entrée est égal, le débit volumique d'entrée est égal au débit volumique de sortie. Or, on l'avait expliqué tout à l'heure, le débit, c'est la vitesse fois la section. Donc la vitesse fois la section en A est égale à la vitesse fois la section en B. On voit donc que la vitesse en B est plus importante puisque la section en B est petite, hein, rappelons-le, la section en B est petite, la section en A est grande. Pour qu'on ait égalité, on est obligé d'avoir une vitesse en B élevée, une vitesse en A faible. Et bien, de ce fait, pour qu'on ait toujours égalité dans le théorème, eh bien, ce terme-là, donc si on isole uniquement ce qui reste du théorème, on passe tout ce qui est en pression du même côté, donc ça fait le PB moins PBA égale ρ sur 2 VA carré moins VB carré. Ce terme-là est négatif, tout ce terme-là est négatif. Alors pourquoi? Eh bien parce que la vitesse en A, elle est inférieure à la vitesse en B, ce qui implique que la vitesse en A moins la vitesse en B, même si on met au carré, sera donc négative. La masse volumique étant positive, eh bien donc tout ce terme-là est négatif, ce qui implique que la pression en B est inférieure à la pression en A. Autrement dit, ça corrobore les mesures qu'on a ici de pression. La pression en A bas, on voit bien qu'elle est supérieure à la pression en B. Mais par contre, pour les vitesses, c'est exactement l'inverse. Et bien cette simple chose qui fait que quand on a un étranglement ici, un pincement, hein, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, c'est comme si on pinçait un tuyau, la vitesse d'éjection en B est beaucoup plus importante qu'en A. En revanche, pour les pressions, c'est l'inverse. La pression en B est plus faible que la pression en A, eh bien, il y a beaucoup d'applications et de phénomènes qui sont associés. Cet effet, ce fait de dire que la pression en B est plus petite que la pression en A, porte le nom d'effet Venturi.
D'accord? Par exemple, le principe de la poire d'aspiration des flacons de parfum. On réalise ici ce qui permet d'expulser l'air, puisqu'on a un liquide, hein, le parfum, qui est situé dans une bouteille ici avec une pression atmosphérique. Donc on a de l'air pulsé en A qui passe par une zone où la section en B, on le voit ici, est très étroite. De fait, sa vitesse augmente, comme on l'a vu ici au point B. Donc si on assimile l'air à un fluide incompressible, eh bien sa pression va diminuer. Résultat, on a une dépression en B, ce qui provoquera l'aspiration du liquide, puisqu'il y a moins de pression. La pression atmosphérique va pousser, ça va permettre d'aspirer le liquide et donc de pouvoir le vaporiser. Alors, cet effet Venturi est aussi responsable de l'aspiration au bout d'un tuyau d'une trompe à eau, ce qu'on utilise en chimie. Souvenons-nous des chapitres sur les synthèses en chimie organique. On utilise la filtration dite Büchner, hein, filtration sur Büchner avec la trompe à eau. Donc cette fameuse trompe à eau qu'on retrouve ici, avec la fiole à vide, où on verse finalement la substance à filtrer, pour récupérer par exemple ici le solide, hein, dans l'entonnoir. Que se passe-t-il quand on ouvre le robinet au maximum? Eh bien l'eau jaillit à grande vitesse et est propulsée dans un tout petit tube ici en dessous. La section diminuant, une section très très faible, du coup ça augmente la vitesse par effet Venturi. Et de fait, la pression dans la cavité, à l'intérieur de la cavité, diminue, et cette dépression, là encore, elle permet d'aspirer l'air sur ce côté-là, ce qui permet eh bien, d'essorer le solide rapidement et donc d'avoir cet effet de filtration accélérée. Donc là encore, l'effet Venturi est totalement utilisé dans la trompe à eau quand on fait une filtration accélérée sous Büchner. Une application extrêmement utile et extrêmement utilisée dans l'aviation, c'est comment déterminer la vitesse d'écoulement d'un fluide à l'aide de ce qu'on appelle un tube ou d'une sonde de Pitot, du nom de l'inventeur, hein, bien évidemment. Alors on considère un fluide en écoulement permanent dans une canalisation et deux tubes qui plongent dans ce fluide, l'un débouchant en A face au courant, donc il faut regarder le dessin, et l'autre en B le long des lignes de courant, les deux extrémités étant à la même hauteur. Les deux, donc, on a des extrémités qui sont situées à la même hauteur, autrement dit ZA égale à ZB. Et au point B, le liquide a la même vitesse V que dans la canalisation, qui est ici, et la pression est notée PB. Par contre, au point A, la vitesse est nulle, donc la vitesse du point A est nulle, ce qu'on appelle un point d'arrêt, et la pression est notée PA, tout simplement parce que le fluide est en équilibre dans le tube qui est ici, hein, qui est plié de la façon suivante, et qui est immobile. Donc on applique le théorème de Bernoulli entre le point A et le point B, ce qui s'énonce ainsi. Je vais un petit peu descendre. Les altitudes étant les mêmes, on peut donc simplifier par ZA et ZB, donc ces deux termes se simplifient. La vitesse du point A étant nulle parce qu'on est sur un point d'arrêt, donc finalement on peut isoler la vitesse VB, c'est-à-dire la vitesse en un point quelconque du fluide, qui est sous le petit tuyau, hein, qui est placé là. On isole donc VB, parce que VA est nul, et il nous reste VB égale 2PA moins PB sur ρ. Si on n'a pas de capteur qui nous permette de mesurer précisément la pression au point A et la pression au point B, eh bien, comme on a une ouverture sur les deux tuyaux, eh bien, tout simplement, en connaissant la variation de hauteur des liquides, on peut retrouver une relation qui va nous permettre, simplement en connaissant la hauteur, de trouver la différence de pression PA moins PB. Il nous suffit de faire une équation, une relation de l'hydrostatique au sein donc de ce fluide, ce qu'on va faire là, entre donc les points A et B. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien on peut dire que PA plus ρGZA égale PB plus ρGZB. Donc là, c'est la statique, hein, entre les deux points. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir PA moins PB. Donc on isole PA moins PB. C'est donc égal à ρGZB moins ZA.
Ρg ZB moins ZA, c'est la hauteur, le dénivelé entre les deux niveaux du liquide. Et donc dans ma formule ici, il me suffit de remplacer le PA moins PB par ρGH. Le ρ se simplifiant, il nous reste 2GH. Donc, ce qu'on appelle la formule de Torricelli, la vitesse au point B, finalement, elle ne dépend que de la variation de hauteur qu'on peut facilement mesurer entre ces niveaux de liquide. Donc ça, certaines sondes sont fabriquées comme ça dans l'aéronautique qui nous permettent vraiment de mesurer des vitesses en des points précis. Dernière application, donc on considère un grand réservoir d'eau équipé d'un tube fin en U, monté comme sur la figure, avec bien évidemment les hypothèses classiques, donc de régime permanent, non tourbillonnaire, de fluide homogène et incompressible. On a une pression atmosphérique identique au point A et en S, puisque le tube ici est ouvert à la section. On a une hauteur, donc h qui vaut 2,45 mètres et petit h qui vaut 0,65 mètres. La section du tube est connue et on prend G égale à 10. Dans ce cas de figure, on considère que la vitesse au point A est nulle. Pourquoi la vitesse au point A est nulle? Là encore, parce que le diamètre du grand réservoir est énorme par rapport à la petite section du tuyau en B. Là. Premièrement, justifier l'hypothèse, donc c'est ce que je viens de dire, parce que donc via la conservation du débit, on peut dire que la vitesse en A fois la section en A est égale à la vitesse en B fois la section en B. Or, la section en A, donc si on veut justifier ça, on dit que le débit volumique se conserve. Vitesse en A fois section en A est égale à vitesse en B fois section B. Mais la section B est très petite devant la section A. Ça, c'est immense par rapport à ça. Ça, c'est un point B, quoi. Point B du tuyau B. De fait, la vitesse en A, puisqu'il y a égalité, est très petite devant la vitesse en B, tellement petite qu'elle est quasiment nulle. Donc voilà pourquoi on peut considérer que la vitesse en A est quasiment nulle. Ensuite, on peut écrire l'équation de Bernoulli entre le point A et le point S, et en déduire la vitesse Vs. Donc là encore, c'est exactement le même raisonnement que tout à l'heure. 1 demi de ρ VA carré plus ρ GZA, les altitudes sont connues. Par contre, les pressions sont toutes les pressions atmosphériques, donc ce terme se simplifie avec celui-là. La vitesse en A est quasi nulle, donc il ne reste plus qu'à isoler Vs. On isole Vs, on voit que Vs ne dépend que de l'altitude et ZA moins ZS, c'est ce qu'on a appelé petit h. Donc on peut faire l'application numérique, on trouve 7 mètres par seconde, c'est la vitesse d'éjection du fluide. On en déduit le débit volumique. Eh bien, le débit volumique, c'est tout simplement la vitesse au point S fois la section. La section étant cylindrique, rappelons que l'air d'un cylindre de rayon R, l'air c'est donc pi r carré, donc fois pi, fois le rayon carré, mais le rayon c'est la même chose que le diamètre sur 2 au carré. Et on retrouve 0,55 litres par seconde. Voilà pour cette partie. Faites comme Archimède, prenez un bain pour y penser et vous détendre. Bon courage, au revoir.